Bonjour et bienvenue pour ce qui constituera la séance de clôture, la séance finale, la 5e séance de notre séquence 4 de géographie du programme de 3e consacrée à l'aménagement du territoire de la métropole française. Et nous aurons pour l'occasion à nous poser une dernière fois la question suivante: quels sont les grands contrastes du territoire métropolitain et comment et avec qui lutter contre les déséquilibres et les inégalités du territoire? Dernière séance parce que nous sommes dans la mise en perspective, à nouveau dans la mise en perspective, parce que la dernière fois, au cours d'une séance qui porte presque le même titre, Aménager le territoire français, nous avons synthétisé à partir de nos deux études de cas du Mont-Saint-Michel et du Louvre-Lens, nous avons donc synthétisé tout ce que nous avons pu retirer comme enseignement. Mais même si nous avons beaucoup travaillé sur la carte, nous n'avions pas encore fait de carte. Ça va être chose faite aujourd'hui avec la dernière séance. Grand E, l'aménagement du territoire de métropole, et donc de quelle logique spatiale majeure relève l'organisation et l'aménagement du territoire français. Alors aujourd'hui, on va mettre la main à la pâte, ou plus exactement, on va mettre des coups de crayon sur la carte. Donc vous avez besoin de deux choses pour bien travailler. Vous avez besoin de votre matériel, crayon de couleur, taillé, colorié. Et puis vous avez aussi besoin de la planche 5 qui normalement vous attend impatiemment dans votre espace numérique de travail, votre ONT. Alors, premier coup d'œil, beaucoup de figurés, beaucoup de zones à colorier. Je ne vais pas vous mentir, c'est une carte qui est assez complexe, qui est assez riche. Elle n'est pas forcément difficile à comprendre, mais elle cumule les informations parce que c'est à peu près la dernière fois qu'on parle véritablement de la France de métropole dans le programme de 3e. Et donc, cette carte va synthétiser tout ce qu'on a vu aujourd'hui, enfin au cours de la séance, la séquence 4, mais ça va synthétiser aussi des choses que l'on a vues dès le début d'année, avec les aires urbaines, avec les espaces de faible densité rurale, et surtout avec les espaces productifs. Donc ça va nous permettre de réviser des choses qu'on connaît déjà, ce qui devrait nous aider à digérer la complexité apparente de la carte. De toute manière, on va y aller progressivement, hein, et donc on va commencer par placer quelques éléments de repérage géographique, hein. On va travailler un peu notre compétence située dans l'espace. On ne sait jamais, à l'examen, au brevet, on peut très bien vous demander de situer les mers et océans qui entourent l'hexagone, donc du nord au sud, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, la Manche, puis l'océan Atlantique à l'ouest, puis au sud la mer Méditerranée, et je vous invite une nouvelle fois à orthographier correctement la mer Méditerranée, un T, deux R, à l'encre bleue si possible, pour rappeler qu'on a affaire à du relief maritime. Mettez-moi sur pause si je vais trop vite, hein, chaque fois que vous en avez besoin. C'est le gros avantage d'une séance mise en vidéo.
par rapport à une séance une séance en direct live. On va bientôt passer à l'échelle européenne, ça sera la séquence 6, donc autant prendre un peu d'avance. Et situer dans l'espace les pays européens qui partagent une frontière avec la France, autrement dit les pays frontaliers, nos voisins. Je vais vous les donner cette fois-ci dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant par midi, donc autrement dit le nord, avec le Royaume-Uni, qui, vous l'avez sûrement entendu dire, depuis quelques mois ne fait plus partie de l'Union européenne, mais qui continue malgré tout à faire partie du continent européen. Puis, en se décalant donc vers l'est, la Belgique, le tout petit État, gros comme un petit département français du Luxembourg. Donc, je n'ai écrit que Lux parce que c'est le problème d'être un tout petit État quand on a un très grand nom à écrire, ça tient pas. Mais Lux, c'est Luxembourg. L'Allemagne, à l'est. Puis, plein est, la Suisse. Au sud-est, l'Italie. Ça nous fait déjà une demi-douzaine d'États européens à écrire en lettres majuscules à l'encre noire, s'il vous plaît, comme sur le modèle. Et rajoutons plein sud, l'Espagne. Et ça nous fait 7 pays frontaliers. Je vous fais cadeau d'Andorre et de Monaco. Hein, on parle que des véritables États, les grands États européens. Troisième étape, on est toujours dans la compétence située dans l'espace des repères que normalement vous maîtrisez déjà. Alors je vous entends râler d'ici, c'est le miracle d'Internet. Oui, ça fait beaucoup à écrire, mais bon, une fois que vous aurez fait ça, vous aurez fait, je vous rassure, le plus dur. Nous allons replacer les principales aires urbaines. Alors évidemment, Paris au cœur de l'Île-de-France, avec un figuré plus large, plus épais que les autres, hein, pour souligner son rôle non seulement de capitale, mais aussi de région la mieux mise en valeur du territoire de métropole. Et puis ensuite, eh bien, on a toutes les villes, toutes les aires urbaines majeures du territoire métropolitain français. Alors je vais vous les redonner du nord au sud. Donc tout au nord, la métropole lilloise, quasiment à la frontière avec la Belgique. En descendant vers le sud, vous avez qui forme un triangle équilatéral Metz, Nancy et Strasbourg, dans la région Grand Est. À peu près à la même latitude, mais plus à l'ouest, donc Paris. Si on descend un petit peu plus au sud-ouest, on va voir apparaître un autre trio d'aires urbaines régionales. Rennes en Bretagne, Nantes pour les Pays de la Loire et un peu plus à l'est, toujours sur la Loire, la ville de Tours. Plus au sud encore, alors pour nous, ville qui nous sera familière, Clermont-Ferrand. Plus à l'est, à peu près à la même latitude, Lyon. Descendons d'un cran, toujours un peu plus vers le sud. Sud-ouest, Bordeaux. Sud-est, Grenoble. Et enfin, les 4 aires urbaines majeures
Et vous aurez remarqué que beaucoup de ces aires urbaines, notamment les 4 du Sud, comportent un triangle. Donc il faudra bien qu'on se demande tout à l'heure à quoi ça correspond. C'est pas le cas de Clermont-Ferrand, c'est pas le cas de Tours, hein. Il y a quelques exceptions, mais il y a quand même une coïncidence notable entre les aires urbaines et puis ces triangles. On verra tout à l'heure de quoi il s'agit. Donc les 4 aires urbaines méridionales, celle du sud. Alors la seule qui n'est pas véritablement littoralisée, Toulouse, à l'ouest. Montpellier, bon, qui est pas franchement parlé sur le littoral, mais qui en est très proche. Puis, donc ça c'est sur la rive droite du Rhône, puis sur la rive gauche du Rhône, Marseille, et quasiment à la frontière avec la Suisse, avec l'Italie, pardon, l'Italie, hein, Nice. Voilà, on vient de finir à l'instant de renseigner la carte avec un certain nombre de repères terrestres ou maritimes. On a fait le plus dur sur ce plan-là. Maintenant, nous allons passer aux plages de couleurs, aux aplats de couleurs, on peut dire les deux. Donc là, c'est là que maintenant il faut dégainer les crayons de couleur. En rouge, l'espace le plus attractif, aussi bien pour les habitants que pour les entreprises, autrement dit le cœur du territoire de métropole, le territoire probablement le mieux aménagé, le mieux mis en valeur, et bien sans surprise, c'est le bassin parisien, l'Île-de-France, mais une Île-de-France XXL, une Île-de-France qui va en s'élargissant de la Picardie jusqu'au nord de l'Auvergne, pour ainsi dire, et qui s'avance vers la Normandie, qui englobe la Normandie même, qui s'approche de la Bretagne et qui s'approche aussi à l'est de la Champagne. C'est cette grosse tache rouge qui constitue, encore une fois, l'espace le plus attractif et le mieux mis en valeur. Ensuite, des espaces qui ne sont pas le cœur du territoire français à tout point de vue, mais qui sont des espaces malgré tout dynamiques, des espaces en devenir, des espaces qui se renforcent, notamment sur le plan industriel, on l'a vu lors de la séance précédente. Eh bien, ce que certains géographes appellent l'arc atlantique, bon, autrement dit le Grand Ouest, de la presqu'île du Cotentin jusqu'à la frontière espagnole, la région Bretagne, et puis tout le littoral de la région des Pays de la Loire et de la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi le littoral méditerranéen dans une définition très large, englobant le littoral corse, le Languedoc, le Roussillon, enfin la région, une bonne partie de la région Occitanie et puis de la région PACA. En remontant le long des frontières italiennes, suisses et allemandes jusqu'à Strasbourg, hein, c'est-à-dire en fait une France littoralisée ou alors une France en situation de frontière à l'est, espace dynamique en jaune. Donc avec ces deux espaces, on a déjà colorié une bonne moitié de la carte de France. Alors en vert comme la ruralité, mais en vert aussi comme les espaces dépressifs, dévalorisés, les espaces en marge, les espaces oubliés, enclavés,
Les synonymes ne manquent pas, parce que je vous le rappelle, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, pour les géographes, la couleur verte, c'est pas du tout, ça n'a pas du tout une connotation positive, hein, bien au contraire. Donc là, c'est cette France qu'il conviendrait d'aménager sérieusement ou de réaménager pour corriger des inégalités flagrantes. Hein, bah, c'est la diagonale du vide en bonne partie. On la voit bien là, on la reconnaît. C'est cette France peu peuplée, à la démographie faiblarde et vieillissante, à dominante rurale, qui part des frontières des Ardennes belges, la frontière luxembourgeoise, et qui traverse la France du nord-est au sud-ouest, et qui traverse en particulier le Massif central et qui s'arrête à peu près sur la rive droite de la Garonne, qui englobe aussi les Pyrénées françaises et qui englobe également l'intérieur de la Corse, la montagne corse. Ce sont aussi des espaces de moyenne montagne. Encore un petit effort et on en aura fini avec les plages de couleurs. Ben, il nous reste deux zones, deux espaces à colorier, qui sont des espaces industriels en reconversion, c'est-à-dire le nord, hein, la région de Lens notamment, et puis sa sœur jumelle de la Lorraine, du côté de Metz et Nancy, c'est-à-dire deux régions qui se sont fortement développées, qui ont été fortement aménagées à l'époque de l'âge industriel au XIXe siècle. Hein, rappelez-vous Alfred Krupp et Son qu'on a étudié quand vous étiez en quatrième, mais des régions qui ont subi de plein fouet la concurrence mondiale, la crise, la désindustrialisation, excusez-moi, c'est pas facile à dire, et qui aujourd'hui sont à la recherche d'un second souffle pour proposer à leurs habitants une alternative à la crise, hein, pour permettre aux jeunes de rester sur ce territoire et pour retrouver un dynamisme et une image de marque beaucoup plus positive. Hein. Rappelez-vous ce qu'on a fait avec l'étude de cas du Louvre-Lens, et on va les mettre en mauve violet. Voilà, ce sont les espaces industriels en reconversion. Et maintenant, notre carte est 100% coloriée. Chouette. Alors passons maintenant à la troisième rubrique de la légende de notre carte, à savoir un territoire ouvert sur l'Europe et le monde. Et là maintenant on va mettre des figurés statiques ou dynamiques, et on va commencer par les flèches et les lignes en pointillés. Ça concerne effectivement les axes de transport. Le transport est un enjeu majeur de l'aménagement d'un territoire. Vous l'avez vu sans trop peut-être vous en rendre compte avec l'étude de cas sur le Mont Saint-Michel, parce que bah oui, raccorder une île à temps partiel, si j'ose dire, comme peut l'être le Mont Saint-Michel, raccorder sans toutefois dénaturer les paysages, et ben c'était tout l'enjeu de la fameuse digue passerelle qui devait remplacer l'horrible digue route qui était bien pratique mais qui retirait tout caractère insulaire au Mont Saint-Michel. Bon, donc on l'avait vu déjà un peu à ce moment-là, on l'a davantage vu encore avec la deuxième étude de cas, c'est-à-dire comment permettre éventuellement à des Britanniques, à des Belges, à des Allemands, pourquoi pas à des Hollandais, ou même tout bêtement à des Parisiens, de se rendre au Louvre-Lens de manière rapide et confortable. Eh bien, une ligne LGV, une ligne à grande vitesse, autrement dit le Thalys. Donc le raccordement de Lens à la ligne Paris-Bruxelles,
Eh bien, tout ça, ça nous montre l'importance pour une région d'être connectée, et pas uniquement sur le plan Internet, hein, connectée sur le plan des réseaux de transport et de communication. Et donc, on voit par exemple que Paris est le cœur névralgique de la toile d'araignée que tissent les transports à l'échelle nationale, hein. On parle pour Paris d'un réseau en étoile, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait adapter le fameux adage, le fameux proverbe tous les chemins mènent à Rome. On peut l'adapter à la sauce française, tous les chemins mènent à Paris, ou tous les chemins partent de Paris. Et ces axes de transport qui structurent le territoire laissent apparaître déjà un déséquilibre, hein, parce que on voit bien que l'axe majeur des transports en France, on aura l'occasion de le revoir dans la séquence 6, c'est un axe nord-sud. Lille, Paris, Lyon, Marseille. Ou Lille, Paris, Orléans, Clermont-Ferrand, Montpellier. Bon, c'est une variante, mais c'est toujours un axe nord-sud, parallèle à la mégalopole européenne. L'axe est-ouest existe évidemment, hein. On peut heureusement se rendre de Bordeaux à Strasbourg à pied, à cheval, en voiture, en train, mais c'est un axe qui est beaucoup moins direct malgré tout. Alors, tout à l'heure, j'ai attiré votre attention sur le fait que la France partageait des frontières communes avec 7 autres pays européens, et tout simplement parce que ça a son importance, parce que les espaces transfrontaliers sont attractifs, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, hein. On pense évidemment au trafic de drogue ou de contrebande de cigarettes avec l'Espagne par exemple, bon, mais il ne faut pas voir que des mauvaises choses. Les espaces frontaliers sont des espaces également très dynamiques, parce que vous avez par exemple des Français qui vont travailler au Luxembourg, ou des Français qui vont travailler en Allemagne. Vous avez des Allemands, alors ils vont rarement travailler en France parce que les salaires sont plus élevés en Allemagne, mais par contre ils vont y vivre. Vous avez beaucoup d'Allemands qui vivent en Alsace, parce que après tout c'est juste à côté, et parce que le prix du mètre carré et le prix des impôts est tellement plus bas qu'en Allemagne que ça vaut largement le coup de franchir la frontière au prix d'une migration pendulaire tous les jours. Parce que, ma foi, on a affaire à des frontières qui sont ouvertes dans le cadre de la libre circulation accordée aux citoyens de l'Union européenne, donc pourquoi ne pas en profiter? Donc les flèches à deux têtes rouges que vous voyez avec toutes les frontières, sauf le Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni, qui vient de quitter l'Union européenne et qui vient de rétablir des frontières très surveillées, alors il ne va pas dynamiter le tunnel sous la Manche, hein, bien entendu. Il y aura toujours une possibilité évidemment de relier facilement le Royaume-Uni au continent européen en passant par Calais et par le tunnel sous la Manche, mais néanmoins il est probable que le Royaume-Uni va perdre une partie de son attractivité. C'est pour ça que j'ai pas mis de flèche rouge. Ça apprendra aux Anglais à quitter l'Union européenne. Na. Et alors pour finir, eh bien, les moyens de transport ne sont pas uniquement terrestres, hein, ils sont aussi aériens et maritimes. Donc les ancres de marine, c'est un symbole très très classique pour évoquer les interfaces que sont les ports, ports de commerce français, aussi bien sur la Manche, comme Dunkerque, comme Rouen, comme Le Havre, que sur l'Atlantique, comme Saint-Nazaire, le port de Nantes, La Rochelle aussi.
Je vous les fais pas marquer sur la carte parce que je veux pas la surcharger d'informations, je vous les donne donc comme ça juste verbalement. Et un seul port, mais de taille sur la Méditerranée, le port de Marseille. Et les aéroports internationaux, seulement les internationaux, hein, les deux de la région parisienne, hein, Roissy-Charles de Gaulle, pardon, et Orly. Et puis l'aéroport de Lyon, Saint-Exupéry, et puis l'aéroport de Nice, qui, je vous le rappelle, pour ce qui est du transport de passagers, est le deuxième de France, grâce à l'effet induit par le tourisme de la Côte d'Azur. Eh bien écoutez, je suis en train de vérifier, mais je crois bien qu'on a à peu près tout dit, tout fait. Ah si, je reviens, je l'avais gardé pour la fin. Tout à l'heure, vous avez signalé que les aires urbaines françaises correspondaient le plus souvent à des triangles. Bon, même si c'est pas marqué pour Paris, c'est le cas quand même. On le voit pour Lille, on le voit pour Rennes, pour Nantes, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, etc., etc. En fait, les triangles sont des technopoles. Alors, je ne sais pas si vous en souvenez, j'espère que si, on en a parlé un peu. Technopoles, ce sont ces territoires dédiés à l'innovation, un peu bâtis sur le principe de la Silicon Valley californienne, c'est-à-dire que vous regroupez dans un seul et même périmètre des laboratoires de recherche, des universités, mais aussi des usines ou appelons-les des unités de production. On a parlé des technopoles quand on a évoqué, avec les espaces productifs, quand on a évoqué le futuroscope de Poitiers. Eh bien, les technopoles sont en général associés à des villes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en trouve très peu dans les espaces en vert que constituent les espaces de faible densité rurale. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse digérer la carte, je vous laisse digérer la séance et carrément la séquence, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures pédagogiques qui pourraient bien d'ailleurs être historiques. Bonne journée, à bientôt.